en fait, dès que je vois un indicateur de performance, maintenant, moi, c'est l'alerte. Hein. C'est tout de suite, je me dis, qu'est-ce que je fragilise? C'est les deux mots, hein. Optimiser, fragilise. Dès qu'on optimise quelque chose, on fragilise. Toujours, hein. C'est une loi systémique, ça dépend pas du système. Hein. C'est vrai pour une étoile, c'est vrai pour une fourmilière, et donc c'est vrai pour les sociétés humaines. Alors, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc là, je prends la définition du contrôleur de gestion. Elle est pratique, hein. Il y a plein de définitions de la performance. Mais celle-là, elle est très pratique parce que c'est la plus commune. Et c'est celle qui est employée pour les KPI, pour la performance de la recherche, vraiment pour plein de domaines. Et donc l'optimisation, dans ce cadre-là, c'est l'augmentation des performances. Ça veut juste dire on atteint son objectif encore plus vite avec encore moins de moyens. Et donc évidemment que c'est ça qui, pour moi, c'est le cœur du problème. Hein. C'est en fait si on affronte la polycrise sans se questionner sur la performance, ça ne sert à rien. C'est la première chose à faire. Il faut questionner la performance et l'optimisation qui va avec. Donc selon toi, au fait, tout le reste, c'est des symptômes de la performance, c'est ça ? Est-ce que tu peux donner quelques exemples d'une performance, je sais pas, on est dans une université, dans l'université, dans les transports, enfin dans la vie réelle. Ouais, c'est sûr, oui, des exemples concrets. Alors, l'université, un exemple bien pratique, c'est tous les indicateurs de performance qu'on a, nous les chercheurs. Hein. Donc, moi, j'ai un facteur H qui mesure ma performance. Je publie dans des journaux qui ont des facteurs d'impact. Mon université est un classement de Shanghai. Donc, tout ça, c'est des classements. Qu'est-ce que ça pousse, ça pousse à publier plus vite. Et donc la science, elle est de plus en plus savonnée, de plus en plus incrémentale, donc de moins en moins disruptive, on pourrait le dire comme ça. Et en plus, alors, le classement de Shanghai, il y a un exemple en France qui est presque trop beau pour être vrai, hein, c'est l'université de Saclay, où on a tout rassemblé sur un territoire pour enfin que la France soit dans les top 20, voilà, dans les 15e maintenant. Et donc bravo, hein, mais c'est un effet de masse. Hein, on rassemble suffisamment d'universités, on pourrait même être premier, hein, on pourrait mettre Université France et là on serait premier, quoi. Donc en fait c'est assez dingue, hein, mais sauf que là on voit très bien l'effet négatif de cette performance. On a construit des bâtiments sur les meilleures terres arables de France. Le plateau de Saclay, c'est les meilleures terres. Et ce qui est dingue, c'est qu'on va former l'élite de la nation sur un territoire perdu. Tout ça pour augmenter un indice abstrait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Goodhart, qui est très pratique. Hein. La loi de Goodhart, elle dit, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ben, c'est exactement ça. On s'est tellement focalisé sur cet indice, ce classement de Shanghai, mais non, il y en a plein d'autres, hein, que ça devient contre-productif. On sait même plus pourquoi, très bien, on fait ça. Répétons un peu cette loi de Goodhart, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'on ne se rend pas compte. Ça veut dire que dès qu'on se dit ça c'est mon résultat et que je mets ça comme cible, bah au fait on est biaisé. De toute façon, on va avoir que ça dans le viseur, c'est Exactement. Il y a un adage zen que j'aime bien citer aussi, celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. C'est la même chose. Hein. Ouais. Ok, donc ça c'est pour l'université. Oui, alors il y a plein d'autres exemples ailleurs. Hein. Alors la loi de Goodhart, donc, elle s'applique au sport de compétition. Hein. Si un sportif qui veut vraiment être sur le podium, il va détruire son corps. Soit en travaillant trop, soit en épuisant, soit en se blessant, soit en faisant du dopage, soit en faisant des paris financiers. Enfin, il y a vraiment plein de façons de le faire. Hein. Et donc là, c'est plus du tout du sport. Hein. Ce n'est que de la compétition et que de la performance. Les KPI dans l'industrie, si on ne met que le KPI financier, bah voilà, Carlos Tavares, on va planter sa boîte. En fait, il y en a vraiment partout. Hein. Et c'est, en fait, dès que je vois un indicateur de performance, maintenant, c'est l'alerte. Hein. C'est tout de suite, je me dis, qu'est-ce que je fragilise? C'est les deux mots. Hein. Optimiser, fragilise. Dès qu'on optimise quelque chose, on fragilise. Toujours, hein. C'est une loi systémique, ça dépend pas du système. Hein. C'est vrai pour une étoile, c'est vrai pour une fourmilière, et donc c'est vrai pour les sociétés humaines. Au fait, ce qu'on oublie à chaque fois, que ça soit dans ces 10, 12 000 années, c'est soit être aveugle, soit être conscient des compromis et des arbitrages. C'est ça ? C'est ça, et c'est vraiment culturel. C'est qu'en fait, si on reste convaincu que la performance, c'est génial, les arbitrages, on va les faire avec cette couleur, hein, de dire que de toute façon, là, c'est performant, donc je vais diversifier ma performance. Performance sociale, performance écologique, donc c'est là, on parle de performance globale, par exemple. Bah, si on reste là-dessus, alors c'est déjà un progrès, hein, ça veut dire qu'on a diversifié, donc on va bien voir qu'il y a des choses qui se contredisent, et donc on va certainement aller un peu plus loin que juste la performance financière, mais ça reste problématique. Parce qu'en fait, on ne voit que le monde comme si le monde devait être optimisé. Qui a décidé que le monde devait être optimisé? Ça, c'est un truc, faut se poser la question, quand même.
pourquoi il faudrait tout optimiser tout le temps. Sachant en plus, alors si là ça devient plus philosophique, mais pourquoi on veut être plus performant et optimiser tout le temps? En fait, c'est qu'on veut arriver à destination plus rapidement. Alors, la destination, on la connaît tous, hein. Comme disait Desproges et avant lui Alphonse Allais, il n'y aura pas de survivants. Donc, la destination, on la connaît. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est le chemin. Donc, si on veut optimiser et faire de la performance, ça veut dire qu'on veut mourir plus vite. Donc, vraiment, pourquoi ne pas se poser cette question? Je dis pas qu'il faut annuler la performance, hein. Elle est utile, hein. Un médecin, un pompier, oui, il y a des moments de performance. Mais ils sont pas performants tout le temps. Sinon, ils seraient en burn-out, hein. Et donc, ils seraient inutiles pour la société. Mais du coup, est-ce que tu as une réponse à qui a choisi de pourquoi on doit tout rendre performant? Oui. J'ai pas vraiment une réponse, mais j'ai une réponse de biologiste, on va dire, qui dit qu'en fait, quand on met des êtres vivants, alors c'est pour ça, c'est dangereux parce que là, je biologise beaucoup la société, hein, donc faut faire attention. Mais il y a quand même, on est quand même des êtres biologiques. D'ailleurs, une partie de ça qui doit quand même être vraie quelque part. Quand on met des êtres vivants dans des environnements riches et stables, ils font de la performance et de l'optimisation. Parce qu'en fait, il y a un énorme stock de ressources, et ben on va y aller, quoi. Parce qu'en fait, là, on peut y aller, et ça va être très violent, hein. C'est très simple, hein, aller dans un parc et jeter de la mie de pain, et vous verrez les oiseaux se battre pour l'abondance de mie de pain qui vient soudainement d'arriver. Ben ça c'est le monde de l'abondance qui crée cette compétition et cette performance. Et donc, nous, en fait, on sait, voilà, avec l'agriculture, avec ce chemin, et le tout pétrole, etc., nous a plutôt mis dans cette voie-là. Alors, c'est certainement pas la seule chose, hein, les jeux de pouvoir, le fait que les humains peuvent se projeter dans le temps long, grâce à l'écriture, hein, qui est un peu leur super pouvoir par rapport aux autres non-humains. Ça a certainement permis, alors ça a permis des tas de choses, mais ça a aussi peut-être aggravé le problème, parce que maintenant on peut spéculer sur la performance. Les modèles économiques néolibéraux, c'est l'exemple typique du modèle totalement extraterrestre, hein, qui n'a aucun sens. Hein. Faut le dire quand même. Hein. C'est depuis les années 80, même 70, hein, Hayek, Friedman, tout ça, Nordhaus, hein, qui disait que la température optimale sur Terre, hein, c'est plus 3,5 degrés. Hein. Faut quand même se rendre compte. Et il a eu le prix Nobel quand même. Ouais, il a eu le prix Nobel pour osé, ça. hein. C'est complètement dingue. Donc ça veut dire à quel point les économistes, enfin pas tous, hein, mais ces économistes dominants, ce qui est enseigné dans toutes les écoles de commerce, maintenant c'est quasiment la seule économie qu'on enseigne, est délirante, mais au sens pathologique du terme. C'est totalement délirant. Et ben ça c'est une économie qui a complètement intégré le mythe de la performance et qui en a fait une science. C'est assez fort de pouvoir de rendre scientifique quelque chose qui est une croyance ou en tout cas qui est quelque chose non vu autre part, quoi. Enfin c'est rendre une théorie, un exceptionnel, quoi, ou un... C'est la force de la règle de 3, hein. On fait 3 règles de 3 et on a l'impression que c'est incroyable, on retombe sur ses pieds, hein. Alors que c'est des maths de base, hein. C'est niveau, école primaire. Et ça tout de suite, ça assoit les choses, quoi. Enfin, c'est ma lecture, hein. Peut-être qu'il faudrait nuancer, mais certainement. Et cette question tu as parlé d'un écosystème ou d'une espèce qui se retrouve dans un milieu riche ou abondant, et qu'il va y avoir de la compétition par après. Bon, évidemment, nous, on a notre propre exemple en tant qu'humain, agriculture, etc., etc. D'autres exemples dans le vivant où on voit ça? Alors, les exemples pratiques, c'est les parasites. Il y a Darwin qui a identifié des tas de choses, mais il s'est intéressé aux cirripèdes. Il a fait toute une monographie sur les cirripèdes, donc c'est des barnacles, hein, donc c'est des arthropodes, mais qui ressemblent un peu parfois à des coquillages qu'on voit sur les cailloux, là, en chapeau chinois, là, ces choses-là. Donc dans toute la variété d'espèces de barnacles, il y en a certaines qui sont parasites. Et il y en a une qui est parasite de la peau de requin. Donc c'est un parasite, c'est-à-dire qui se nourrit sur un autre. Voilà, exactement. Donc c'est pas du tout mutuellement bénéfique, hein. C'est vraiment c'est un parasite qui vraiment pompe le sang et les fluides du requin en l'occurrence. Donc il est sous la peau. Alors c'est un arthropode, hein. Donc c'est un arthropode, ça a des pattes, enfin c'est une écrevisse, hein, grosso modo, un arthropode. Donc c'est la même famille, hein. Et ce parasite, hein, il est connecté en permanence sur le sang, les fluides du requin. Donc il a perdu ses pattes, c'est juste un blob, quoi. C'est vraiment un bloc comme ça, une masse, voilà, mais qui est dans l'abondance et qui est hyper performant, dans le sens où là, c'est optimisé à fond, hein, c'est qu'il a dégagé tout ce qui était inutile, sauf que quand le requin meurt, il meurt avec. Évidemment, ça c'est le destin des parasites, c'est qu'ils meurent avec leur hôte, hein. Évidemment, il y a un coût. Mais ça, c'est l'exemple typique où on fait beaucoup de performance, de l'optimisation, vraiment au sens littéral du terme, on dégage tout ce qui est inutile, pour être optimal avec la ressource. Donc ça, c'est les parasites. Un autre exemple, c'est les Blue Malguères.
Alors c'est une autre forme de parasite, si on peut dire, mais c'est là à l'échelle plus large. C'est des cyanobactéries ou des algues qui sont dans l'océan ou dans des lacs. Et quand l'eau devient plus chaude, quand il y a plus de nitrates, plus de phosphate, plus de fer, donc c'est plus riche en ressources, d'un seul coup elles pullulent, elles prolifèrent et elles prennent toute la place. Et elles vont même émettre des toxines pour tuer tout le reste. Donc il y aura plus qu'une seule espèce, plus qu'une seule variété, voire même plus qu'un clone. Voilà, enfin, c'est le même individu qui pullule partout. Sauf que, alors c'est pareil, le destin c'est le même, hein, c'est qu'en fait ça va être très performant, très optimisé. Il y a plus de diversité, hein, c'est vraiment un monobloc. Mais quand toute cette population d'algues a épuisé tous les nitrates, tous les phosphates, il n'y a plus rien. Et du coup il n'y a pas de plan B. Et donc tout ça collapse très rapidement. Donc ça, c'est des exemples, voilà, où là vraiment, c'est abondance stimule la performance. Et par exemple, si on prend le lierre sur un arbre. Alors c'est un peu différent parce que le lierre, il fait un peu de photosynthèse, donc c'est pas un parasite total. Hein. En fait, il est juste, il se sert surtout de l'arbre comme d'un support. Alors, il peut l'étouffer. Hein. Le gui serait plus proche d'un vrai parasite qui vraiment lui pompe vraiment dans la sève du chêne, par exemple. Et d'ailleurs, il est plus jaunâtre. Hein. Le gui, il fait pas beaucoup de photosynthèse, hein. Donc il est quand même vraiment très dépendant de son hôte. Mais du coup, dans le cas du lierre, c'est déjà une relation symbiotique ou qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un peu, ouais, c'est entre les deux. En fait, l'arbre gagne pas grand chose hein, avec du lierre. Il y a quand même, enfin, il peut gagner des choses. Il y a toujours des, mais c'est minimal quoi. Une symbiose plus forte, ça serait les champignons avec les arbres. Là pour le coup, là c'est une vraie symbiose où c'est équitable. C'est que les champignons vont fournir des vitamines, des nutriments. Ils vont augmenter les capacités d'absorption de l'eau de l'arbre, de ses racines, et l'arbre en retour va envoyer des sucres aux champignons. Donc là, c'est vraiment mutuellement bénéfique. Donc là, c'est une vraie symbiose, mais le parasite, là, il y a pas de bénéfice. Alors après, c'est symbiose au sens français, hein, parce que c'est la petite subtilité, mais symbiosis en anglais, ça mélange les deux en fait. Donc c'est aussi intéressant de voir en ça mélange quoi, pardon? ça mélange parasitisme et symbiose en français. D'accord. Donc en fait, c'est juste une petite note, mais ça veut dire qu'en effet, il y a un continuum entre symbiose et parasitisme. Voilà. Ok, mais il reste quand même dans la nature une espèce de spectre symbiotique Bien sûr. Ah oui, parasitaire, quoi. Voilà. En fait, nous ne sommes pas des exceptions. Nous, les sociétés humaines modernes, performantes. Il y a des autres êtres vivants sur Terre actuellement qui sont aussi coincés dans ce dogme-là, si on peut dire. Mais c'est juste que chez ces autres êtres vivants, il y a d'autres raisons. C'est-à-dire que l'abondance c'est pas leur fait. Elles n'ont pas trouvé le pétrole. Quoi. Elles se sont trouvées par hasard dans une niche riche en ressources. Et aussi, souvent, ces espèces-là sont capables de vivre sous forme de spores dormantes. Donc ça veut dire qu'elles peuvent épuiser les ressources, mais c'est pas très grave parce qu'elles vont avoir un moment de vie ralenti qui peut durer longtemps jusqu'à ce qu'elles tombent dans un autre endroit où il y a plein de ressources. Nous, on n'est pas des spores. Hein. C'est que si on a épuisé toutes les ressources, on va pas se mettre en vie ralentie pendant 1000 ans avant que les ressources reviennent. Hein. C'est là la différence. Quoi. Oui, donc deux choses là-dedans. Premièrement, ça veut dire que la stratégie d'optimisation, c'est une stratégie parasitaire. Voilà, exactement, et naturelle. Et qui est même utile, hein. En fait, dans le sens, dans l'écosystème, enfin utile, je ne veux même pas dire utile, ça existe dans l'écosystème et ça a son rôle. Parfois, ça secoue les écosystèmes, ça induit des fluctuations, ça peut créer d'autres formes d'innovation, ça peut faire évoluer, voilà, dans d'autres directions, explorer d'autres territoires. Donc, le parasite est utile. Les virus, par exemple, ils brassent beaucoup nos gènes. Ça, c'est un formidable carburant pour l'évolution. Les virus, c'est pas juste quelque chose qui est ennuyeux, problématique, etc. Non, ça participe à l'évolution. Nous, on est à un conflit d'intérêts. C'est qu'on est des parasites et on se rend compte qu'on est des parasites et que c'est pas viable. Ça, c'est la nouveauté par rapport au non-humain. Et du coup, la deuxième conclusion, c'est que tous nos problèmes n'est qu'une question de temps, si je comprends bien. Oui, alors ou de rapport au temps. De rapport au temps. Ouais. C'est qu'en fait quand on est dans la performance, on veut tout plus vite. Donc voilà, c'est le court-termisme. Alors d'ailleurs petite parenthèse, la réponse à ça dans la stratégie performante, dans l'idéologie performante, c'est le long-termisme californien. Hein. C'est tous les gens de la Silicon Valley qui veulent aller sur Mars et compagnie. Hein. La cryogénisation, des choses comme ça. Là. Donc on va d'un seul coup, on ouvre le temps long. Par du technosolutionnisme. Et donc c'est un échappatoire pour continuer le court-termisme. Et ça c'est vraiment c'est le plus cruel, parce qu'on va embarquer des gens de bonne volonté en leur faisant croire qu'on fait du long terme, alors qu'en fait on accélère encore plus dans le court terme. Donc en effet c'est une question de temps, et donc du coup nous les humains, là, si une fois qu'on a réalisé qu'on manquait de temps,
Donc c'est vrai ça, hein, le court terme est là. Mais si on veut construire du long terme, le paradoxe, c'est que c'est pas le temps le meilleur matériau, c'est l'espace. Il faut se reconnecter à son espace. Quand on manque de temps, il nous reste les 3 dimensions de l'espace à creuser. Et donc c'est la reconnexion au territoire qui nous permet en fait d'ouvrir le temps. Mais c'est un peu paradoxal. On ne répond pas au manque de temps par du temps. Quand on manque de temps, il ne faut pas accélérer. Il faut se reconnecter à son espace. C'est autre chose. Et donc